Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur les arcanes majeurs du tarot. Dans chacune de ces vidéos, je montre une dizaine des tarots de ma collection. En plus, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith qui sont les tarots classiques pour donner une image traditionnelle de l'arcane, mais j'avais à cœur de montrer pour chacune des images différentes et donc des symboliques différentes et donc des interprétations différentes pour dresser un tableau plus large des arcanes et ne pas forcément rester sur quelque chose de très classique et traditionnel. Je vais aussi montrer mon tarot de la fortune qui est souvent un mélange du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite-Smith. Aujourd'hui, on va voir le jugement. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Les images sont à peu près similaires dans le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Quels sont les symboles importants dans cette carte? Donc on peut voir un ange qui sort d'un nuage dans le ciel, qui tient une trompette dans sa bouche. La trompette a un drapeau avec une croix à son centre. L'ange est ailé, c'est ça qu'on reconnaît, et dans le tarot Rider-Waite-Smith, il est particulièrement plus grand que les autres personnages humains en dessous. Donc en bas de la carte, on peut voir séparant le ciel et la terre des montagnes. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, on voit même une étendue d'eau. En bas, on peut voir des cercueils ouverts d'où sortent des personnages. En général, on peut voir ce qui ressemble à une famille avec deux parents, un enfant. On a souvent un personnage de dos et deux personnages soit de face, soit qui regardent l'ange. Et voilà pour les symboles de cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, avec l'ange qui arrive du ciel, on peut penser donc à tout ce qui touche au divin, aux anges, aux esprits, aux forces même surnaturelles, à toutes les formes de vie qui dépassent en fait l'humain. Et donc parfois les mondes subtils, le paradis, peu importe en fait nos croyances. On a quelque chose de l'ordre de la providence qui tombe du ciel. Ça peut être une aide qu'on attendait désespérément qui arrive enfin. Ça peut être un message auquel on attendait une réponse qui arrive enfin. Ça peut être un signe qu'on reçoit et qu'on a demandé. Ça peut être une prière qu'on a exaucée. On peut voir d'ailleurs des personnages qui sont en train de prier sur le tarot de Marseille. Ça peut être aussi recevoir un verdict favorable d'une forme d'autorité qui a le pouvoir ou non de nous sortir d'une forme de misère ou de nous sortir d'un blocage. Il y a évidemment une notion de cycle de vie et de mort. C'est pas forcément littéral, mais ça peut. Ça peut être nos ancêtres, les personnes de notre famille qui sont venues avant nous. Ça peut être nos défunts. Ça peut être aussi les mues, les transformations qui s'opèrent au cours de notre vie. Donc toutes les facettes de nous qu'on a laissées derrière nous pour devenir une autre personne. Les montagnes, ça me fait penser aussi aux obstacles qu'on réussit à surmonter. Soit avec l'expérience, soit justement avec une aide qui nous arrive de l'extérieur. C'est une carte qui m'évoque une sorte de regain de vitalité, un regain d'énergie, peut-être de meilleures ressources aussi qui nous permettent de sortir d'une forme de misère ou de difficulté, de précarité. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Je ne sais plus. Ça m'évoque aussi le fait d'avoir des personnages dans des boîtes qui sont rassemblés sous la parole divine. Ça m'évoque quelque chose qui rassemble quelque chose qui était divisé auparavant. Ça peut être juste aussi le fait de rassembler autour de croyances, autour d'espoir, autour d'idées communes. La croix dans le drapeau, surtout dans le Rider-Waite-Smith, parce que c'est une croix rouge sur fond blanc, évoque la croix rouge, donc qui évoque le soin, les médecins, les personnes qui aident à la guérison, qui aident à trouver les bons traitements, qui aident à mieux se comprendre. Donc voilà, il y a un côté soin qui est assez notable ici. La trompette, c'est aussi ce qui nous aide à communiquer et donc à nous rassembler. Le fait qu'on puisse parler un même langage ou qu'on puisse se comprendre avec
d'autres langages, d'autres moyens de communication, c'est très important avec cette carte. Ça évoque aussi le fait de faire une annonce, communiquer quelque chose d'important, recevoir un message, je l'ai déjà dit, ça peut être faire la publicité, ça peut aussi être la publicité et les messages qu'on nous matraque et qu'on n'a pas forcément demandé mais qu'on doit recevoir quand même. Voilà. Autrement, c'est pas forcément inscrit sur ces cartes, mais le jugement est souvent associé à la planète Pluton en astrologie. Donc Pluton, qui est la planète, qui est la dernière planète du système, qui d'ailleurs n'est plus considérée comme une planète faisant partie du système. Mais du coup, c'est les limites, c'est la frontière avant l'inconnu, c'est donc la mort, ça peut être les profondeurs, les mystères, les cycles de décomposition. Ça peut être aussi du coup les ancêtres, les défunts. C'est les choses qu'on a du mal à appréhender, à comprendre parce que ça nous dépasse, parce que c'est soit c'est tellement enfoui, soit c'est tellement refoulé, par exemple. Pour ma part, donc voici la carte du tarot de la fortune qui ressemble aux autres que je vous ai déjà montrées. C'est une carte que j'ai associée à Jupiter. Je trouve que l'association à Pluton est très très juste et je pense que les deux sont complémentaires. Pourquoi Jupiter? Parce que c'est une carte qui, comme j'ai dit, peut évoquer l'aide inespérée, l'aide tellement attendue, ce qui nous rassemble, ce qui nous aide à créer des alliances, ce qui nous aide à nous comprendre. Ça peut être le regain d'optimisme, de foi, de vitalité, de l'espoir qui arrive après des moments difficiles. Comme on a pu voir, là il y a des étendues d'eau, ça peut donner l'impression de, après le déluge, trouver enfin un terrain ferme et pouvoir refaire sa vie. Donc voilà, Jupiter, ça peut être vraiment tout ce qui vient en aide, tout ce qui apporte des bénédictions, des cadeaux, tout ce qui aide à croire. C'est la foi, le lien divin, l'élévation aussi, spirituelle mais pas que. Le fait de recevoir tout d'un coup beaucoup de ressources ou des privilèges qui nous aident à nous en sortir. Voilà pour les cartes plus traditionnelles et on va passer au reste. Cette carte fait partie du Cosmic Slumber Tarot. Donc on peut voir sur une carte une composition assez similaire dans le sens où on a une grande entité qui sort du haut de la carte avec une trompette et une famille en dessous. Ce que on peut considérer comme une famille en tout cas. Donc là, on a des personnes qui sont en train de se soutenir mutuellement et on a un enfant qui tend la main pour accéder à cet être qui sort non pas du ciel mais d'un arbre cette fois-ci, ce que je trouve très très intéressant. Donc ça peut m'évoquer des sortes de rituels comme les baptêmes, les rituels d'initiation où on passe d'un âge enfant à un âge adulte, par exemple, où on passe une étape de vie importante, où on essaye de marquer le coup spirituellement en communauté, idéalement. Le fait que ce soit pas un ange, mais que ce soit un être dans un arbre, ça m'évoque les ancêtres, la remédiation ancestrale, l'appel aux ancêtres, le fait de rendre honneur aux ancêtres, aux personnes qui sont venues avant soi, sa lignée. Ça peut évoquer les recherches généalogiques, le fait de vraiment chercher à mieux comprendre d'où on vient, qui on est, de qui on est entouré. Et ça peut aider donc à aussi guérir de certaines blessures intergénérationnelles. Ça peut aider à sortir de certaines boucles, certaines spirales où on a du mal à se défaire parce qu'en fait ça vient pas juste de nous, mais de personnes qui sont venues avant nous. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Non, encore une fois, avec l'arbre, les personnes qui sont immergées dans l'eau, le fait de se connecter à des entités qui ne sont pas humaines, qui sont surhumaines, ça évoque la connexion avec toutes les formes de vie. On voit avec l'enfant qui touche vraiment l'être, il y a le fait de réussir à mieux comprendre, à mieux accéder à ce qui nous entoure, que ce soit son environnement, que ce soit les autres formes de vie, que ce soit des entités très subtiles. Donc, il y a vraiment la volonté de connecter, de communiquer, de se comprendre et de pouvoir s'entraider aussi.
De la trompette, on peut voir que tombent des gouttes donc qui rejoignent l'eau où sont immergés les gens. Ça évoque le fait de recevoir des bénédictions qui sont fertiles, qui sont propices à la vie, qui permettent à l'arbre de pousser, qui permettent aux végétaux de pousser. Mais là, c'est assez inondé. Donc ça peut évoquer le fait que parfois recevoir trop de bonnes choses, c'est pas forcément bon. Genre ça arrête d'être bon parce qu'il y en a trop, que c'est excessif et que ça, au lieu de permettre la vie, ça peut la tuer, par exemple. Ça évoque aussi le fait de prendre pour acquis ce qu'on a reçu en abondance ou ce qu'on a eu comme privilège de manière intergénérationnelle. Et du coup, on ne connaît pas vraiment autre chose et on le prend pour acquis parce que c'est naturel pour nous. Et on ne se rend pas forcément compte que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et du coup, il peut y avoir une notion aussi d'apprendre à redistribuer ce qu'on a en abondance. Être soi-même la personne qui vient en aide aux autres parce qu'on a assez de ressources. Voilà pour cette carte. Je vais boire un petit coup avant de continuer. On passe maintenant au Dream Tarot. Bon, c'est toujours un tarot assez psychédélique. Donc là, on peut voir 3 silhouettes qui ont l'air pas vraiment humaines, qui ont l'air assez spectrales, ou faites d'eau, ou faites d'air, donc peut-être plus des esprits que des humains bien incarnés. Et l'un des esprits tient un masque de visage. Au-dessus, on a une espèce de portail vers une autre dimension, avec un visage qui sourit, les yeux et le nez forment des portes vers un ailleurs. On peut voir une rivière qui coule et qui coule presque vers les esprits. Le portail a des mains, mais comme si à choisir des esprits pour les emmener avec. Bref, c'est assez intriguant comme configuration. Ce que ça m'évoque, il y a clairement une notion de transition d'un état à un autre, d'accéder à une autre dimension, à une autre forme de vie, à une autre étape de vie. Ça évoque aussi les défunts, les esprits qui nous entourent et qu'on n'a pas forcément l'aptitude à percevoir, à capter, à comprendre, à communiquer avec. Et dès qu'une personne est assez ouverte et sensible à ces choses-là, ben, tous les esprits, les entités, les défunts vont aller vers ces personnes parce que c'est des sortes de phares. C'est la personne qui va pouvoir les comprendre, qui va pouvoir les aider. Donc il y a aussi une notion de hommage, encore une fois, à ce qui est venu avant soi, à ses défunts, à ses ancêtres. Ça évoque aussi le fait d'avoir l'impression de perdre un peu sa forme et de plus trop savoir quels sont ses contours, qui on est quand on est en train de changer de manière assez intense. Et ça peut faire peur, ça peut demander beaucoup de sacrifices, ça peut demander de laisser derrière soi ce qu'on considérait comme son identité, son être. Ça peut faire peur, mais ça peut faire accéder à quelque chose de bien mieux. Parce que là, leur paysage est assez stérile en soi. C'est des montagnes grises, il n'y a pas grand-chose, alors que le portail ouvre vers quelque chose de plus fertile, de plus coloré, de plus fun. Voilà. Donc ça m'évoque le fait d'avoir à choisir une nouvelle voie, d'avoir peut-être du mal à choisir, parce qu'il y a plusieurs choses à considérer, parce qu'il y a plusieurs voies qui font envie, parce qu'on peut avoir peur de projeter certaines choses sur des voies, alors que ça n'a pas forcément ça à nous offrir. Ça m'évoque aussi le fait de fuir la réalité incarnée pour poursuivre des illusions, pour poursuivre des projections, parce que juste la vie incarnée est difficile et que du coup on peut avoir envie de s'évader dans des endroits fictifs, dans des projections spirituelles, mais en fait c'est pas vraiment forcément atteignable ni souhaitable en fait. Il peut y avoir cette notion de chercher à accéder à une forme de nirvana en rejetant un peu la matière. Bref, je vous invite à lire sur le bouddhisme pour voir de quoi je parle. Ça m'évoque aussi le fait d'avoir peut-être été exilé de chez soi parce qu'on fuit une situation difficile. Je m'excuse pour les bruits de litière. Le fait de s'exiler d'une situation difficile, d'un endroit où il n'y a plus rien pour soi, d'un endroit où justement on est perçu comme
pas comme les autres et du coup ça peut être dangereux pour soi. Et du coup il y a une notion de rechercher l'asile ailleurs, et que ça puisse nous être refusé parce que là non plus on fait pas vraiment partie de ces gens-là. Donc c'est une carte qui peut être un peu difficile pour le coup. Mais voilà. On va passer à la suite. Une carte du tarot Dinosaure de Marseille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le personnage ressemble un peu au battleur du tarot de Marseille. Mais c'est, je crois, le seul humain de tout le tarot. Parce que tout le tarot est fait de dinosaures, et là, on a les ossements du dinosaure. Donc, on a un personnage qui est probablement archéologue ou scientifique, qui étudie le sol, qui étudie l'histoire, le passé, qui étudie les ossements, qui étudie la vie comme elle était avant. Donc là, on remonte très loin dans les origines, pas forcément juste familiales, ancestrales, c'est vraiment revenir aux origines de la vie, comprendre ce qui nous a permis d'être ici, maintenant, qui on est. Aller vraiment dans... Là, c'est vraiment plutôt, on va dans les strates qui sont les plus profondes pour comprendre, en fait, ce qui était là il y a très, très, très longtemps, de quoi toutes les couches sont faites. C'est vraiment aller au plus profond possible. Et ça peut être, métaphoriquement, aller au plus profond possible de soi-même, de ses origines, de sa famille, de son environnement aussi, juste chercher à mieux comprendre où on habite, chercher à entrer en contact avec les esprits des lieux, les personnes des lieux, etc. Donc, les recherches sur le passé, les recherches sur le territoire, les recherches généalogiques, le fait aussi de... Ça peut m'évoquer l'extraction et l'exploitation des ressources. C'est pas forcément propre à tout le jugement, mais il y a quand même cette notion d'une autorité qui a un peu la main mise sur des personnes qui ont moins d'autorité. Ça m'évoque aussi une personne qui peut être médecin, par exemple, qui est là qui comprend en fait nos corps, qui comprend nos structures, qui comprend comment ça fonctionne à l'intérieur et qui peut nous aider à mieux savoir diagnostiquer nos problèmes, qui peut nous aider à trouver les meilleurs traitements, qui peut nous aider à guérir. Encore une fois, la notion de guérison, de faire appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a de l'expertise, qui saura faire la bonne annonce, qui saura dire les bons mots, qui saura vraiment bien nous guider. Il me semble que c'est à peu près tout. Il y a aussi effectivement la notion de confronter la mort de face, de ne pas fuir la mort, d'accepter en fait ce qui vient après la mort, de gérer aussi tout ce qui est affaire de la mort, donc les affaires des défunts, les enterrements, les funérailles, le fait d'honorer aussi les morts une fois qu'ils sont morts, et de ne pas être dans le déni de la mort. Et le fait aussi de peut-être déterrer quelque chose qui a été refoulé, qui a été enterré, confronter des choses qui n'étaient pas faciles, qui étaient enterrées pour une bonne raison, mais là maintenant c'est le moment, parce qu'il y a peut-être des conditions qui nous permettent de vivre les choses de manière plus allégée, parce qu'on est mieux entouré, parce qu'on est mieux ressourcé, etc. Voilà pour cette carte. Une carte du Goatmancy Tarot. Donc là, on peut voir trois individus dans un triangle qui sort du ciel. Et il y a un trou dans les nuages au-dessus avec les rayons du soleil qui illuminent ces personnages. Et donc en dessous de ce gros nuage, on peut voir des êtres a priori humains, en tout cas humanoïdes. Certains de ces humains ont des papillons qui leur sortent du corps et ont le corps très illuminé, et d'autres ont les corps plus gris, plus bleutés, et ont des serpents qui se renroulent autour d'eux et ont l'air vraiment de galérer, de lutter, d'être vraiment pas bien. Donc déjà, ça m'évoque une forme de... Comment dire ça ? Comme une espèce d'éveil, d'initiation spirituelle où on confronte ces ombres pour les assimiler, pour s'éveiller, pour s'élever, etc.
ça évoque aussi le fait que parfois quand on n'a pas la foi, quand on perd la foi, quand on n'a pas accès à d'autres formes de connexion avec le vivant ou avec d'autres choses que le vivant, ça nous isole, ça nous épuise, ça nous draine. C'est le fait aussi de séparer l'esprit et le corps, l'esprit et la matière, qui empêche en fait une meilleure compréhension des choses de manière vraiment complète. Et ça, au niveau médical, on peut voir à quel point ça peut être désastreux en fait. Il y a aussi potentiellement une notion très biaisée de les personnes qui sont élues et les personnes qui ne sont pas élues, les personnes qui sont éveillées et les personnes qui ne sont pas éveillées. Si ça vous évoque Matrix, c'est normal. Ce qui est très discutable en soi, évidemment. Mais voilà, ça peut évoquer ça. Ça peut évoquer aussi tout ce qui, dans les religions, dans les croyances, isole certaines personnes des autres. Les personnes qui méritent et les personnes qui ne méritent pas. Et du coup, je vois ça comme une forme de dénonciation de ces biais-là, une remise en question des croyances qu'on nous a inculquées et qui, en fait, sont pas OK. Les religions qui sont censées rassembler et qui, en fait, isolent encore d'autres personnes. Donc voilà, la notion de qui peut faire partie de la communauté et qui ne peut pas faire partie de la communauté. Il y a évidemment aussi tout ce qui est le fait de mourir et de peut-être voir son esprit partir dans une autre dimension, se faire réincarner, etc. Donc voilà, c'est peut-être juste différents états. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette carte? Il y a, oui, le fait d'avoir certaines croyances quand on est dans des cultures qui sont très rationalistes, matérialistes, peut nous isoler des autres. Que ce soit sa famille, que ce soit une communauté entière, que ce soit la société, enfin, même parfois au sein d'une même croyance, au sein d'une même foi, il peut y avoir des dissensions qui isolent. Et du coup, on en revient encore à cette notion de qui fait partie d'eux, qui ne fait pas partie d'eux. Et il peut y avoir la crainte de l'aliénation, en fait, d'assumer certaines croyances. Et donc, c'est là qu'on ne les assume pas, qu'on s'enferme et qu'on n'ose pas en parler et que ça nous bouffe un peu l'intérieur parce qu'on ne peut pas vraiment être qui on a envie d'être. Par rapport aux serpents aussi, aux personnes qui sont en lutte et ces entités qui sont tout en haut, ça peut m'évoquer la protection spirituelle, les alliés qui viennent en aide, la protection magique aussi, la capacité à mieux comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans sa vie grâce par exemple à la spiritualité, à l'introspection, à la communication avec ses ancêtres, à la compréhension de ses lignées. Et peut-être aussi juste des projections personnelles, que ce soit spirituelles ou non, qui nous paralysent et nous empêchent de vraiment avancer parce qu'on s'enferme dans son propre jugement. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du This Might Hurt Tarot. Donc là, on voit... j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble que c'est le dieu Anubis égyptien. En tout cas, c'est une divinité qui juge les âmes à leur mort pour savoir si elles vont dans une sorte de paradis, une sorte d'enfer, comment elles vont se réincarner, tout ce... Évidemment, ça dépend énormément de toutes les croyances, mais c'est quelque chose qui revient dans plusieurs religions. Le fait de se faire juger après sa mort, de se faire aussi juger de son vivant, qui mérite et qui ne mérite pas, encore une fois, qui a fait suffisamment de bonnes actions pour être jugé digne, qui a fait des mauvaises actions et doit d'abord passer par une forme de rédemption. Mais du coup, de manière plus terre à terre, c'est aussi le fait de se juger soi-même, faire une introspection et se dire où est-ce que j'ai bien agi, où est-ce que j'ai mal agi, comment je peux rectifier ça, comment je peux célébrer qui je suis, comment je peux me rendre fière de qui je suis, comment je peux sortir de certaines peurs, projections ou critiques trop dures envers moi-même, et comment apprendre à mieux me complimenter, à me voir avec un regard nouveau.
Mais tout ça dans un but de s'améliorer et pas de rester sur ses acquis. Parce que le jugement, c'est ça, c'est quelque chose qui est en mouvement et quelque chose qui évolue, une forme d'amélioration. Donc c'est une occasion de faire un point sur sa vie, de faire un point sur qui on est, de chercher à s'améliorer. C'est aussi le fait de passer une sorte d'examen, que ce soit un examen scolaire, un examen médical ou autre, d'être sous les feux des projecteurs, de recevoir un regard critique extérieur sur soi-même, de recevoir une forme de jugement. Ça peut être par exemple au tribunal, c'est attendre un verdict. Et sinon, évidemment, tout ce qui est, encore une fois, donc, lié à la mort, le passage d'un état à un autre, la transformation, la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un nouveau cycle. Et la connexion aux défunts, le rapport qu'on entretient avec la mort, les défunts, etc. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Next World Tarot. Donc, ça va être difficile de voir tous les détails, je pense. Donc là, on a une carte très différente des autres, où on a des personnes qui sont dans la rue parce qu'il y a des immeubles. Et c'est probablement donc une manifestation. Il y a beaucoup de banderoles et de pancartes qui sont dressées. Et c'est principalement pour la répression policière, si je comprends bien. Et donc voilà, on a une notion de peuple qui s'élève contre une forme d'autorité. Et là, on ne voit pas les autorités, je trouve ça assez intéressant. Il y a des moments où ça serait bien qu'on n'ait pas que le focus sur elles, mais sur nous. Donc voilà, ici, le jugement, c'est le jugement collectif, le jugement du peuple envers les formes d'autorité, les gouvernements, les pouvoirs en place, le fait de faire entendre sa voix, sa parole, ses idées, ses croyances, ses opinions, ses valeurs, de les faire savoir publiquement, vraiment publiquement, de prendre position fermement, radicalement, même si ça doit nous aliéner des gens, même si ça doit faire en sorte que, des fois c'est difficile aussi de sortir de sa boîte, là, on peut aussi voir une forme de coming out, par exemple. Il y a des révélations sur soi, sur ses positions, sur qui on est, qui sont difficiles, voire très dangereuses dans certains environnements. D'où parfois aussi la notion de devoir s'exiler, de devoir quitter une communauté pour aller vers une autre, parce que il y a besoin de renoncer à un environnement, une situation qui n'est pas bonne pour soi et qui peut être mortifère en fait, tout simplement. Revenons à nos moutons. J'ai perdu mon fil. Oui, donc la confrontation des pouvoirs en place, le fait de aussi se faire entendre, parce que ce qu'on entend dans les médias mainstream, les médias nationaux, ou même juste les médias les plus populaires, surtout quand ils ont été rachetés par des milliardaires et que donc monopolisés par un pouvoir en place qui est généralement pas très de gauche, voire fasciste. Du coup, il y a de quoi s'élever, en fait. Il y a de quoi faire entendre un autre son de cloche. Il y a de quoi remettre en question ses sources d'information. Peut-être privilégier des médias qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas à des milliardaires ou des marchands d'armes, par exemple, au pif. Donc faire vraiment attention à ces sources d'information et se renseigner, en fait, sur ce qui se passe pour les autres, ce qui se passe dans son environnement, sortir de son petit cocon, de sa petite bulle, de son petit monde étriqué, et vraiment chercher à comprendre ce qui se passe pour les autres. Et du coup, même si on ne se sent pas concerné, soit en fait venir en aide aux autres qui ont besoin qu'on se rassemble, qu'on rassemble les ressources, qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le temps d'éduquer, de prendre position, pour que ce ne soit pas toujours eux-mêmes de dire les choses. Voilà, donc le rejet du dogmatisme et de l'autorité comme parole unique et vérité universelle, et commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de vérités différentes. Ensuite,
une carte du Millennial Tarot. Donc c'est une carte qui a été sous-nommée un peu crise de la quarantaine, on va dire. En tout cas, c'est une crise à une certaine étape de vie, une grosse remise en question. C'est le moment de faire un peu le bilan, le point sur où on en est, qui on est, où on a envie d'aller, qui on a envie d'être. Et du coup, des fois, c'est compliqué parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce qu'on se rend compte qu'on est un peu resté sur des acquis, qu'on est un peu resté sur d'anciennes versions de nous-mêmes parce qu'en fait, on avait peur de changer ou parce qu'on n'avait pas l'opportunité de changer. Ça peut être une opportunité qui nous tombe dessus et en fait, du coup, on doit reconsidérer les choses parce que c'était peut-être inattendu, parce qu'on ne sait pas si on est à la hauteur, parce qu'on ne sait pas si ça va le faire, parce que ça ouvre une porte vers l'inconnu, parce qu'on ne sait pas si on va avoir les ressources, parce qu'on ne sait pas si on va être bien entouré, etc. Donc plein de remises en question assez profondes. Un nouveau chapitre qui s'ouvre, une étape de vie importante, ça peut être le passage, donc comme je disais, de l'enfance à l'adulte. Ça peut être de nouvelles responsabilités, ça peut être devenir une personne considérée comme plus âgée, devenir senior. Ça évoque par exemple en astrologie les retours de Saturne qui arrivent à peu près tous les 29-30 ans, et aussi les carrés de Saturne entre-temps. C'est des moments qui sont inconfortables, qui nous font prendre conscience de nos limites, nos responsabilités, nos contraintes, les endroits où on a vraiment besoin d'arrêter de se laisser flotter et qu'on choisisse enfin quelque chose, qu'on prenne une décision. Parce que là, sinon, on se perd un peu dans le labyrinthe et on sait pas trop où on va. Oui, donc du coup, comme je disais, ça peut demander de sacrifier quelque chose, d'abandonner quelque chose. Comme c'est labyrinthique, on peut avoir du mal à y voir clair soi-même. Et ça peut être intéressant, là on le voit pas sur la carte, mais du coup ça peut être intéressant de faire appel à un regard extérieur, expert sur sa situation, parce que si on n'est que soi, en fait, on peut effectivement rester en crise parce qu'on a besoin d'un autre son de cloche, parce qu'on a besoin d'être entouré. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. Là, on peut voir une tête de profil qui est coupée au niveau à peu près des yeux pour montrer le cerveau à l'intérieur qui est très très brillant, très shiny. Et un œil, je crois que c'est encore... non, c'est l'œil d'Horus, je crois. Bref, un œil au-dessus, dans un triangle. Donc là, c'est une carte, c'est la carte du gros cerveau. C'est la carte du cerveau qui explose sous les révélations, sous la compréhension soudaine. C'est la carte Eureka, j'ai enfin compris quelque chose. J'ai enfin compris quelque chose qui m'a pris autant d'années à comprendre. J'ai enfin trouvé la solution à un problème. J'ai enfin fini un apprentissage qui m'a pris longtemps. J'ai enfin gagné en expertise. Bref, la carte du gros cerveau. Ça peut être le fait d'être confronté aussi à des choses qui nous dépassent, ou genre juste le cerveau a envie de sortir de la tête parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est tellement énorme, c'est tellement hors de notre compréhension, de notre façon de percevoir le monde, que qu'est-ce qui se passe. Pour reprendre l'image de l'ange qui sort du ciel, si on n'est pas prêt à voir littéralement un ange qui sort du ciel, ça peut être hyper flippant. Si on commence à percevoir des choses qui sont plus subtiles, qui font pas partie normalement des choses qu'on est censé voir, entendre ou percevoir d'une manière très matérielle, physique, en fait ça peut être hallucinant, ça peut faire partir au quart de tour, ça peut faire peur, mais ça peut aussi fasciner, et ça peut faire partir dans des hallucinations qui nous perdent plus qu'elles nous aident à nous trouver ou à trouver des solutions. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. C'est les choses qui peuvent modifier nos croyances, qui peuvent modifier notre façon de voir le monde, d'interagir avec le monde. C'est aussi des découvertes qui peuvent être parfois un peu trop en avance sur leur temps et qui sont du coup difficilement comprises par les autres, mais qui après coup seront comprises et enfin genre
tout le monde va comprendre et puis on va enfin recevoir les lauriers. Donc voilà, encore une emphase sur l'esprit, sur l'esprit critique, sur l'analyse, sur la recherche, sur le besoin de compréhension, sur le fait d'aller à la source des informations aussi. Genre faire travailler son propre cerveau et pas juste dépendre du cerveau des autres. Ne pas manger ce qui nous a été pré-mâché et aller vraiment cultiver les choses soi-même. Pour éviter les biais, les préjugés, les dogmatismes, les soi-disant vérités universelles qui sont assénées par des grands gourous, des grands présidents qui en fait disent de la merde. Voilà. Donc c'est la capacité aussi à trancher dans le bullshit et à vraiment mieux comprendre les choses, à faire le travail de réflexion soi-même. Donc être soi-même le jugement. Voilà. Ensuite, une carte du White Numen Tao. C'est une carte assez simple et personnellement j'ai eu du mal au début. Donc on voit une personne avec un... C'est surtout important dans cette carte, c'est que donc, la personne a un cercle blanc sur le front, donc qui encercle ce qu'on appelle le troisième œil, qui est souvent considéré comme le point de l'intuition, comme la capacité à percevoir les choses qu'on ne peut pas voir avec ses yeux physiques, mais la capacité à avoir des intuitions, à voir plus loin, à lire entre les lignes, à percevoir des choses plus subtiles. Et là, il y a une faille où elle est en train de mettre son doigt. Et elle a aussi du feuillage qui lui camoufle à moitié la tête, mais pas vraiment. Bref. Donc là encore, il y a une emphase sur son propre esprit, son propre jugement. Donc, comme j'ai dit juste avant, l'esprit critique, le fait de faire son propre jugement. Et là, il s'agit de faire confiance en son jugement qui est difficile à prouver. Comme je disais, ça concerne des choses qui sont plus subtiles, qui ne sont pas forcément démontrables, qui ne sont pas forcément perceptibles par les autres. Et du coup, on peut avoir tendance à s'auto-gaslighter, à pas se faire vraiment confiance, à se dire je sais pas comment expliquer, donc je vais pas suivre cette piste-là. Et des fois, c'est bien d'avoir ce discernement et se dire, ok, peut-être que j'ai besoin de vérifier ces informations autrement, peut-être que j'ai besoin de demander confirmation par d'autres personnes, etc. Mais aussi, des fois, ça nous bride, ça nous paralyse, ça nous empêche de passer un cap supérieur, ça nous empêche de mieux comprendre les choses, ça nous empêche de nous faire confiance, et donc ça nous enferme dans les croyances, les idées et les façons de faire des autres. Mais c'est aussi avoir un regard critique donc sur les propres failles dans son raisonnement, les croyances qui n'ont plus lieu d'être, les choses qu'on a apprises sur des bases bancales et on se rend compte après coup que en fait on ne sait pas très bien les expliquer aux autres. Ça peut être les moments où on a fait preuve de mauvaise foi, ça peut être les moments où on a jugé trop durement soit soi-même, soit les autres et on regrette un peu après. Mais l'important c'est justement de le reconnaître, c'est de le confronter et de se laisser la possibilité de changer, de transformer et de passer à autre chose, de changer d'avis aussi quand il y a besoin. Et du coup, avec ce camouflage sur la tête, ça peut m'évoquer le fait de, justement, comme on ne se fait pas suffisamment confiance ou comme on a peur de s'aliéner les autres avec ses propres croyances, on essaye de fondre un peu plus dans la masse et d'accepter un peu plus la façon de penser des autres, même si c'est pas vraiment un autre, mais parce qu'on a besoin de se sentir appartenir à une communauté. Donc, c'est un peu à double tranchant. Soit on dit les choses un peu sans filtre, sans se préoccuper de l'impact sur les autres, soit on dit les choses sans vraiment y réfléchir et on se préoccupe pas de... En fait, peut-être qu'on va être pris très au sérieux par des personnes qui s'y connaissent encore moins et on leur a donné des mauvaises informations, par exemple. Ça peut être le fait aussi de payer les pots cassés des jugements des autres qui ont été un peu trop durs avec soi-même. Voilà pour cette carte. Et enfin, la dernière
une carte du Embroidered Forest Tarot. Très belle. Donc on a je ne saurais pas dire quel animal c'est précisément, mais on a un animal dont la moitié de la tête et du corps est vivante, et l'autre est morte. C'est un squelette. Et de ce squelette sort des cristaux de l'œil. Donc là, on a très clairement une emphase sur les cycles de vie et de mort, sur aussi la manière dont on traite la mort, tout le processus d'abord de décomposition, le fait que la vie, une fois qu'il n'y a plus de vie, ça sert quand même à une autre forme de vie, différemment. Par exemple, le compost, qui aide à donner une meilleure vie aux fruits et aux légumes, comme tout ce qui nourrit les sols, une fois que c'est enterré sous le sol. C'est aussi tout ce qui est venu avant nous, qui nous a appris des leçons, qui nous a appris des choses, qui nous a apporté des ressources, etc. C'est le fait aussi de confronter la mort, qui peut être difficile, mais là, il peut être question de réussir à mieux accepter les fins de cycle, les transformations, les mues qu'on opère, réussir à mieux accepter ce qu'on laisse derrière soi et dire « Ok, je peux faire sans, ça va me manquer, mais je vais y arriver. » C'est le fait de faire son deuil, du coup, faire la paix, de rendre honneur à ce qui était là avant soi et ce qui nous a permis de vivre. C'est le fait de se rendre compte que on dépend aussi de nourriture vivante pour soi-même vivre, même quand on est végétarien en fait. Donc c'est voilà, rendre honneur à la vie et prendre conscience que leur sacrifice a été bien utile et remercier. C'est aussi tout ce qui perdure longtemps, c'est les héritages, c'est la transmission des héritages. C'est le fait aussi d'apprendre à respecter les autres formes de vie, même si c'est pas la même chose que pour nous. De respecter les ressources qui sont pas infinies. Donc éviter l'exploitation quand c'est possible, rendre à la terre quand c'est possible et faire attention à sa manière de se laisser influencer par la publicité massive qui nous entoure pour éviter de trop consommer et donc trop exploiter la vie sans se soucier de ce qu'on laisse derrière soi. Voilà, j'ai énormément parlé, je suis désolée, mais je trouvais ça très intéressant. Si vous aimez ces analyses de cartes, j'en publie chaque mois sur Patreon, à l'écrit cette fois, et je me concentre à chaque fois sur une seule carte, arcane majeure et mineure incluse. Et ça permet donc d'aller plus en détail dans chaque carte, et aussi pour les personnes qui ont du mal à suivre les vidéos, là c'est à l'écrit. Et évidemment, pour toutes les arcanes majeures, vous pouvez retrouver toutes les significations sur mon site. C'est les mêmes informations qui sont dans le livre du tarot de la fortune. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et vous pouvez suivre mes articles sur mon site, sur Instagram ou sur ma page Patreon, où là, il y a des articles qui sont réservés aux membres. Et on se retrouve la prochaine fois pour la toute dernière carte qui est le monde. Salut!